Merci beaucoup. Merci Fadila, merci pour cette invitation. J'ai beaucoup d'admiration pour le travail qui est fait ici au Café Laïque et c'est pour ça que j'ai accepté tout de suite à la demande de Fadila et de Florence de venir pour parler ce soir. Effectivement, je suis désolée de ne pas rester plus longtemps, mais j'ai un avion demain à 8h du matin et c'était vraiment pas possible de rester ici ce soir. Mais je vais essayer de vous parler de mon sujet, qui est un sujet qui me tient à cœur depuis très longtemps. J'ai commencé à réfléchir à la question du féminisme quand je travaillais à Elle. Avant ça, je pensais que le féminisme était une évidence, quelque chose qu'on avait conquis, que nos grandes sœurs, nos mères avaient conquis de haute lutte et que c'était un sujet fini. Voilà, en gros, tout allait à peu près bien et que même s'il y avait encore des conquêtes à faire, c'était quand même, on était dans un pays où ces choses-là étaient des évidences. En tout cas, on pensait tous qu'on fonctionnait sur des évidences. Je parle de la France, évidemment, quand je parle. Voilà. Et puis, je me suis rendu compte tout d'un coup qu'était en train de se distiller en France un esprit de régression par rapport à ces valeurs fondamentales qui sont ces valeurs d'égalité entre les hommes et les femmes. Et ça a commencé à m'inquiéter et j'ai commencé à avoir cette réflexion-là au sein de Elle. Et puis ensuite, je l'ai encore plus approfondie à la Revue des Deux Mondes. En tout cas, c'est quelque chose qui me tient à cœur, donc merci pour cette invitation. Alors oui, depuis quelques années, il y a un néo-féminisme qui prétend prendre la relève d'un féminisme dit classique, universaliste, et qui séduit de plus en plus de jeunes générations. En tout cas, au sein des universités, des médias, de la culture, c'est indéniable. Le principe, si vous voulez, et qui est extrêmement séduisant, c'est que chacun est libre de défendre ce qu'il veut, tous les combats se valent, j'exige le respect de mon identité, je me bats pour les droits de mon groupe, de ma communauté. Le féminisme universaliste, qui est le mien, qui est un féminisme justement qui n'est pas essentialiste, est accusé de ne défendre que les droits des femmes blanches et de ne pas respecter la culture des femmes racisées. Je mets tous ces mots entre guillemets. On le condamne en l'appelant féminisme blanc et on essaye d'antagoniser la société en ces termes. Alors, principe premier des néo-féministes, la femme est par essence victime, l'homme par nature un prédateur. Deuxième principe, le vrai, l'unique prédateur n'est pas l'homme en général, ce qui se défendrait, puisqu'il exerce sa violence partout dans le monde, mais l'homme blanc qui procède par domination colonialiste, néocolonialiste, patriarcale et hétérosexuelle. L'homme racisé, l'immigré, est par essence une victime de la domination occidentale. Toute agression ou pression qu'il exerce sur une femme, fût-elle immigrée, est relativisée. En revanche, toute critique des pratiques culturelles ou religieuses de ces racisés, contraires aux lois de la République, contraires à la liberté des femmes, est perçue comme une nouvelle forme de colonialisme et au nom de leur liberté, nous n'avons pas le droit de les dénoncer. Or, rien n'est plus raciste à mon sens que d'enfermer les gens dans leur groupe et leur culture d'origine. C'est tout le dévoiement dangereux de ce néo-féminisme qui ne supporte la critique que lorsqu'elle est adressée contre l'Occident blanc, patriarcal dominant, et qui accuse les occidentales féministes, les féministes blanches, de pratiquer un féminisme blanc qui méprise l'identité spécifique des femmes noires, des femmes arabes, des femmes musulmanes, et qui veut imposer des valeurs universelles de liberté et d'égalité. Je me souviens, moi, et peut-être vous aussi dans la salle, vous vous en souvenez, d'un temps où le féminisme voulait apporter la liberté aux femmes du monde entier. Le féminisme n'avait pas de couleur, les droits des femmes à être les égales des hommes, à ne plus subir oppression, discrimination, violence, était un droit universel. Quelle que soit la culture des unes et des autres, même si les voies pour y parvenir étaient différentes, même s'il restait du chemin à parcourir, même s'il y avait encore évidemment des inégalités à combattre, on tendait vers un idéal. Conquête après conquête, et il y en a eu de nombreuses au XXe siècle, il faut quand même le rappeler, on se rapprochait d'une réduction des inégalités. Le féminisme universaliste se voulait un continuateur de l'esprit des Lumières. Certes, et aujourd'hui encore, il y a beaucoup de sexistes, beaucoup de misogynes, d'hommes violents, mais petit à petit, grâce à leur lutte, les femmes conquièrent de plus en plus de droits. Et c'est absolument vrai si on regarde notamment ces dernières années. Le féminisme universaliste est un chemin où nous avançons tout ensemble. Pas question de faire le tri, pour moi, entre les femmes de cultures et de religions différentes pour décider de leur droit à être nos égales ou pas.
Les droits des femmes concernent toutes les catégories. Les femmes précaires sont plus vulnérables que les bourgeoises, les femmes précaires et immigrées encore plus exposées que toutes les autres, et le féminisme universaliste embrasse toutes ces dimensions. Pas d'essentialisation, pas d'assignation à la race ou à la religion, des combats à mener ensemble, contre le sexisme, les discriminations, les inégalités. Que le système d'oppression soit blanc, noir, arabe, musulman, africain, orthodoxe, juif, catholique, intégriste, évangéliste, pas de sororité identitaire excluant celui ou celle qui ne me ressemble pas, et bien sûr les hommes. Les féministes occidentales ne sont pas des blanches néocolonialistes, contrairement à ce que voudraient nous faire croire les néo-féministes, mais pour moi, je pense qu'elles sont souvent les porte-voix des femmes sans voix, celles qui subissent des lois uniques, des violences systématiques, à qui on refuse l'éducation, l'école, l'accès à la santé, celles qui subissaient le viol comme arme de guerre, celles qu'on interdisait de parole, de visibilité, qu'on mariait de force, qu'on excisait, qui subissaient la polygamie. Si vous demandez aujourd'hui aux femmes afghanes si à leur avis elles ont été plutôt favorablement servies par le fait qu'il y ait en Occident des voix qui s'élèvent pour dénoncer leur statut, je pense qu'elles vous diront toutes oui et qu'elles vous diront qu'aujourd'hui elles sont dans une atroce régression. Lorsque ces pratiques sont arrivées en France, alors là je parle de mariage de force, excision, polygamie, etc., les féministes universalistes n'ont pas pensé que les femmes immigrées, tant pis pour elles, n'est-ce pas, appartenaient à des communautés dont il fallait respecter les usages et les mœurs, et qu'on ne pouvait donc les laisser sur le carreau, parce que pour moi c'est de ça qu'il s'agit. À partir du moment où la République française les accueillait, ces femmes avaient des devoirs mais aussi des droits. En France, nous sommes les héritières d'Olympe de Gouges, de Simone de Beauvoir, de Simone Veil et des luttes des années 70, mais aussi des luttes antérieures. Lorsque l'islam politique importé par les salafistes et les frères musulmans s'est mis en marche dans les quartiers, poussant en première ligne les femmes voilées qui sont leur étendard, qui sont l'étendard d'un séparatisme affiché, pas question de dire démagogiquement que c'est leur droit. Il importe au contraire de redire que tous les droits ne se valent pas. Le foulard est le marqueur d'une idéologie totalitariste qui ne reconnaît pas aux femmes leur pleine égalité avec les hommes, qui considère qu'elles sont fautives de déclencher la concupiscence chez l'homme. La pudeur et l'effacement sont requis. Aujourd'hui, il y a une offensive de l'islam politique en France, et peut-être ici aussi, enfin ici vous êtes à un niveau malheureusement, qui passe par le foulard bien sûr, mais aussi la baya, le camille, enfin tous ces vêtements religieux. Et vous voyez sur les réseaux sociaux, sur TikTok, des jeunes filles qui ont 14, 15, 16 ans, qui font du prosélytisme, qui sont complètement des militantes, et qui expliquent qu'il ne faut plus parler. Si votre proviseur ou votre professeur vous dit vous portez une tenue religieuse, elles disent il faut dire non, je ne porte pas une tenue religieuse, je porte une tenue modeste. Et maintenant leur argument c'est de dire que c'est au nom de leur pudeur et de leur modestie qu'elles s'affichent dans ces vêtements et que ça n'a rien à voir avec la religion. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous avez des offensives, des nouvelles offensives, avec des moyens toujours pour essayer de détourner, et surtout pour convaincre, mais ne serait-ce que leurs camarades à l'école, qu'elles ont bien le droit, les pauvres, de porter une tenue modeste, mais qui est assez, comment je dire, discriminant et violent et agressif et en gros dégueulasse pour les interdire de porter une tenue modeste. Qui peut lutter contre la modestie d'une jeune fille? Voilà. Et tous ces arguments-là, à chaque fois, ils ont très bien travaillé les concepts, la façon de dire les choses pour retourner des concepts qui chez nous sont des concepts positifs en fer de lance de leur idéologie. Si aujourd'hui les femmes portent le foulard librement avec fierté, cela fait d'elles des militantes de l'islamisme et pas des militantes du féminisme. Ce n'est pas parce qu'on est libre de porter un foulard qu'on est féministe. C'est faux. Alors, la gauche a été longtemps le fer de lance du combat féministe universaliste. La religion, c'était l'opium du peuple. C'était pas le nouvel horizon du progrès. Le combat contre le racisme n'était pas devenu le combat contre l'islamophobie au nom d'une bigoterie postmoderne absolument invraisemblable. La laïcité était une fierté. C'était pas un concept honteux dont on n'ose même plus se revendiquer de peur d'être traité de laïcard islamophobe. Le néo-féminisme intersectionnel et racisé fait aujourd'hui la promotion d'un identitarisme obsessionnel, et cet identitarisme obsessionnel a été l'apanage de l'extrême droite. Aujourd'hui, il revient
par ce néo-féminisme, par le wokisme. Le féminisme combat le viol, pas le viol émanant exclusivement des prédateurs blancs occidentaux hétérosexuels. Un violeur noir n'est pas un prédateur, c'est une victime, nous disent les néo-féministes décoloniales. Même chose pour l'agresseur sexuel musulman. Souvenez-vous de la Saint-Sylvestre à Cologne et des intellectuels nous expliquant que ces hommes d'origine maghrébine, donc victimes, avaient agressé des femmes blanches, donc coupables, parce qu'être blanche est une faute. Être une femme blanche dans la rue, j'imagine que donc c'est une provocation. Tant pis si la victime du prédateur racisé est souvent racisée, parce que c'est ça aussi, hein, les principales victimes des racisés sont des racisés. Au nom de sa culture et de sa couleur, on doit se taire. Cette victime du prédateur racisé doit se taire, parce que sinon elle rentre en conflit de loyauté avec son ethnie, avec son groupe, avec sa race, avec sa religion, que sais-je. Cet universalisme qui transcende les cultures et les religions et que j'essaye de défendre ici aujourd'hui est battu en brèche. Le relativisme culturel et l'essentialisme ont le vent en poupe. Depuis le déclin des idéologies et la fin des luttes collectives, les droits individuels règnent. Chacun défend son groupe, sa communauté, ses particularismes. Le féminisme n'échappe pas à la règle. Il devient intersectionnel, il différencie les femmes entre elles pour exprimer plusieurs formes de discrimination ou de domination simultanées. Racisme, homophobie, classisme, sexisme. On cloisonne. On crée des assignations identitaires. Des femmes noires, arabes, musulmanes, juives, lesbiennes revendiquent un récit identitaire propre. Les féministes blanches sont accusées d'être des dominantes et d'imposer à travers leur vision universelle du combat des femmes une vision néocolonialiste et capitaliste. N'oublions pas évidemment le capitalisme. Il faut donc en finir avec le mal blanc qui condense toutes les ignominies, comme l'expliquait l'essayiste Fathia Agag-Boujalad. Il y a pour les islamo-gauchistes des viols politiquement corrects s'ils sont commis par des dominés du Sud, car ce sont des victimes par essence, et d'autres intolérables quand ils sont commis par les dominants du Nord. Bref, il n'existe qu'une seule variété de porc, c'est le mal blanc. Là où les universalistes, héritières de Simone de Beauvoir, réclament pour chaque femme, partout dans le monde, les mêmes droits, les mêmes libertés, les néo-féministes, elles, différencient en fonction des ethnies, des cultures et des religions. Ce relativisme séduit un certain nombre de jeunes femmes issues de l'immigration, prises à partie dans un conflit de loyauté envers leur communauté d'origine, qu'il ne faut pas sous-estimer parce qu'il est extrêmement important. Il est très difficile de s'en affranchir, surtout en cette époque de maillage identitaire. Mais la France qui donne leur chance aux femmes ne doit pas oublier toutes celles silencieuses qui ne se reconnaissent pas dans ces assignations identitaires et qui espèrent continuer de vivre au sein de la République comme des femmes à part entière et des Françaises à part entière. Fathia Boudjala écrit « Quand les hommes sont opprimés, c'est une tragédie. Quand les femmes sont opprimées, c'est la tradition. » Je trouve cette phrase remarquable. Allons plus loin. La tradition est le mécanisme par lequel la religion et son système patriarcal sont absous et normalisés comme une culture. Et à partir du moment où c'est une culture, vous n'avez plus le droit d'y toucher. C'est en scindant le féminisme sur une base ethnique et religieuse que l'on nuit aux femmes. Le féminisme universaliste est accusé d'imposer une conception de l'émancipation et des droits portés par des blanches et qu'il ne peut porter les aspirations des non-blanches. Mais que faire de celles qui sont nées et ont grandi en Occident ? Il ne s'agit donc pas de la critique d'un système de normes sociales, mais d'une régression raciale et donc raciste. Au nom de quoi les femmes issues de cultures musulmanes auraient en fait des droits moindres que des féministes blanches bourgeoises. C'est-à-dire que moi, en gros, j'ai la chance d'être née ici au bon endroit, mais les femmes de culture arabo-musulmane, ou pas forcément arabe ou autre, pour elles, c'est non. Non, mais pour vous, c'est pas assez bien. Vous restez dans votre culture. Nous, les blanches, entre nous, on a des droits, on a des acquis. On en profite, on en jouit de nos privilèges. Mais vous, c'est pas grave, vous avez votre culture. Et tout ça au nom du bien et au nom d'une bienveillance, entre guillemets, pseudo-progressiste. C'est un peu comme s'il y avait en Occident que des femmes
qu'il n'y avait qu'en Occident que les femmes soient fondées à s'élever contre la domination masculine en brisant les dictats que cette domination prescrit. C'est c'est vertigineux. Alors je voudrais citer une autre personne, c'est Rachel Kahn, juriste, scénariste, actrice, écrivain, avant d'être femme, noire ou juive. Rachel Kahn, elle refuse toute assignation à résidence identitaire et victimaire. Dans son essai Racée, elle critique les nouvelles idéologies décoloniales et intersectionnelles des néo-féministes. Elle écrit « C'est lorsque j'ai quitté la maison à 18 ans que j'ai rencontré des personnes qui se prétendaient antiracistes et qui m'ont dit qu'il fallait choisir, et d'ailleurs que je n'avais pas le choix, entre noires et juives ou juives et musulmanes. Dans notre système démocratique, je n'ai jamais voté pour que Rokhaya Diallo me représente, cite-t-elle comme exemple. Pourtant, lorsqu'on me rencontre, les gens qui ne me connaissent pas pensent que je partage automatiquement sa vision des choses, parce que pour eux, j'ai la même couleur de peau. Je suis allée sur un plateau télé récemment pour discuter de l'islamo-gauchisme à l'université, et un intervenant me dit gentiment « Je crois que nous sommes dans le même camp », et elle ajoute « Non, je ne crois pas, non ». Les dogmes qui entrent à l'université aujourd'hui troublent le rapport au travail, puisqu'ils obligent à ne parler que de soi-même en fonction de la race ou du sexe, et dans le même mouvement, ils rendent illégitimes les enseignements sur l'histoire africaine d'un professeur blanc. Voilà où nous en sommes. Il n'y a pas pour moi de féminisme blanc, ni de féminisme islamique, ni de féminisme racisé. Comme le rappelle la sociologue Nathalie Henich, tous ces gens que je cite, je vois que ce sont des habitués du café là. On sent qu'il y a quand même une famille, hein, voilà. L'universalisme est une valeur qui consiste à affirmer l'universalité des droits dont doivent bénéficier tous les citoyens, quelle que soit leur appartenance. Ce qui signifie le refus d'asseoir des droits spécifiques sur des différences de sexe, de religion, de couleur de peau. Seule doit être prise en compte l'appartenance de principe à une communauté citoyenneté, à une commune citoyenneté, voire à une commune humanité. Sous le régime de l'universalisme républicain qui est celui de la France depuis la Révolution, les citoyens n'ont de compte à rendre qu'au collectif général et abstrait de la nation, la communauté des citoyens. De même que celle-ci ne connaît que des individus et leurs représentants élus, et non pas des représentants de communautés. Enfin, c'est ce qu'elle devrait faire. Mais malheureusement, le clientélisme dans les élections nous a fait prendre conscience que ce communautarisme avait progressé de manière extrêmement forte sur nos candidats aux élections et sur nos politiques en général. L'idée d'une conscience universelle capable d'investir des luttes communes autour de plus de justice, d'égalité et de liberté est aujourd'hui, hélas, disqualifiée. L'universalisme est sur le banc des accusés. On est très peu aujourd'hui, hein, vous savez, en France, à défendre ce discours-là. Et surtout, on est très peu à le défendre en étant issu de la gauche. C'est-à-dire qu'on se retrouve anathémisé, discriminé. En fait, vous parlez comme le Front National, le Rassemblement National, le Zemmour National, enfin bon, tout. L'universalisme est accusé d'avoir perdu ses vertus émancipatrices dont il était naguère porteur, et il passe un mauvais quart d'heure. Au nom de l'égalité des cultures, écrit le philosophe Francis Wolff, le relativisme s'interdit d'en critiquer certaines. Croyant bien penser, il déduit de l'égalité des hommes que toutes les cultures se valent et sont égales. Ça, c'est une notion très importante. Et que pour le philosophe, est une maxime hyper-humaniste très dangereuse. Si les individus sont ce que fait d'eux leur culture, non, parce qu'au départ, c'est très séduisant. On dit, mais si on est tous égaux, alors toutes les cultures se valent. Si on est humaniste, on doit considérer que toutes les cultures se valent. Non, justement, non. Si les individus sont ce que fait d'eux leur culture, s'ils pensent nécessairement comme leur culture, mais alors ils ne peuvent jamais se libérer de leur culture. Jamais les femmes n'auraient pu se libérer de la domination masculine et progresser dans l'émancipation. Et voilà où se situe pour moi le véritable mépris occidental contre les peuples luttant pour leur liberté, qui devraient se résoudre à la dictature, au totalitarisme ou au fondamentalisme. Ou ici ou ailleurs, des femmes se résoudre à être les femmes de leur culture
Et puis c'est super, et tant pis pour elles si elles sont nées dans la mauvaise culture. Lors des récents printemps arabes, des valeurs, notamment celle de dignité, que certains anti-universalistes affirmaient être le monopole de la civilisation occidentale, ont été massivement revendiquées par des peuples qu'on disait appartenir à une autre civilisation, ou dont on estimait qu'ils ne pouvaient pas participer à nos lumières, parce qu'ils n'avaient pas connu le XVIIIe siècle voltairien et qu'ils n'étaient pas sortis comme nous du religieux. Mais c'est faux. Si l'on considère que ce qui nous sépare prime sur ce qui nous rassemble, alors il n'y a plus de projet commun. Il n'y a plus d'objectif pour vivre ensemble. Nous allons vivre séparés, les uns à côté des autres, dans un climat de tension qui ne va que s'accentuer. Si on considère que le féminisme doit épouser l'assignation identitaire et protéger les aspects les plus sexistes d'une culture, alors il n'y a plus de féminisme. Voilà pourquoi le néo-féminisme est un contre-féminisme, que le nouvel antiracisme est un nouveau racisme, et que la gauche qui a oublié les luttes sociales pour se consacrer aux droits des minorités ne doit pas s'étonner de faire un score si bas aux élections et de pousser aux extrêmes. Comment accepter que le voilement des fillettes, qui les conditionne à une vision hiérarchisée des sexes, se répande en France et dans nos démocraties occidentales? Les néo-féministes renvoient les femmes à des assignations identitaires, culturelles, religieuses, qui freinent l'émancipation des femmes, renforcent les inégalités entre elles et retardent l'égalité homme-femme. C'est dans une démocratie laïque que les droits des femmes sont les mieux protégés. La laïcité et l'universalisme sont des fondamentaux du féminisme. Il n'y a pas de féminisme blanc. C'est l'invention des ennemis du féminisme et c'est une invention faite pour le disqualifier. Je crois que la France, je parle en tant que française, doit défendre son modèle républicain, égalitaire, même s'il est loin d'être parfait. Nous le devons à la majorité des femmes et surtout à celles qu'on entend peu, qui sont issues de la diversité, qui n'ont aucune envie d'être prises en otage par des entrepreneurs identitaires qui veulent les assigner à une culture ultra-conservatrice et sexiste. Elles doivent avoir la même chance que moi, pouvoir profiter des acquis et des droits pour lesquels les femmes de ce pays se sont battues. Merci beaucoup. Alors, est-ce que j'ai encore 5 minutes ? Oui, bien sûr. Alors, écoutez, j'ai lu... non, après, on va discuter. J'ai lu dans Le Point, il y a quelques semaines, une chronique de Kamel Daoud que j'ai trouvée absolument exceptionnelle. Donc, peut-être que vous l'avez déjà lu, mais c'est pas grave. Je voudrais en relire juste la première moitié de cette chronique. Ça s'appelle « Lettre à la non-voilée ». Contre le voile, l'ironie moqueuse d'un écrivain. Voilà ce qu'il écrit. Choisis le voile, pas la honte des tiens. Voile-toi pour ton frère, pour ton père, ton frère, ton quartier. Pense d'abord à eux. Ta culture véritable est dans ta soumission. Ton corps ne t'appartient pas. Voile-toi, car cela te protégera de la France, de la nudité qui est celle du diable. Cela te protégera des autres, de la perdition. D'ailleurs, tu te sentiras mieux sans ton corps qui est un péché. Le voile, c'est ta culture et celle des tiens, mais aussi le choix de Dieu. Regarde ce que causent les femmes sans voile dans nos pays. La misère, l'impiété, les séismes, la décadence. Tu ne seras plus coupable de rien si tu couvres ta chair. Les hommes seront des frères. Ils n'auront plus à subir ce que tu leur fais subir comme tentation. Ils ne souffriront plus par ta faute. Bien sûr, il y a les guerres, les sécheresses, le mal ou les noyades, les morts ou la faim. Mais Dieu regarde d'abord dans ta direction. Il te surveille, car tout commence par toi. La sécheresse, comme les défaites des tiens. Ton voile est le drapeau de ton véritable pays, et tu dois protéger notre honneur. Dieu te protège par le voile, et tu ne le sais pas. Il nous protège par ton voile, et nous le savons tous, nous les hommes. Si les Occidentaux veulent te l'arracher, c'est pour nous humilier, pas pour te libérer. S'ils te veulent nu, c'est pour nous déshonorer, comme des vaincus. S'ils te parlent de liberté, c'est pour voler ton honneur, c'est-à-dire le nôtre. Ton voile, c'est aussi ton choix, c'est-à-dire le nôtre, celui de toute ta famille, de ta communauté, de chaque homme dans ton quartier. Tu es notre choix, et nous t'aidons à le savoir. Qu'est-ce qu'une femme sans voile sinon une prostituée ? Pour savoir ce que Dieu pensera de toi avec une jupe,
Il te suffira de scruter le visage humilié de ton père ou de ton frère. Dieu est dans leurs traits. Les Occidentaux te diront que c'est un renoncement. Mais qui va renoncer à ses ancêtres? Ils te répéteront que le voile, c'est le passé. Sois-en fier, c'est là qu'habitent les tiens. Quoi de mieux que de vivre parmi les morts? Les Occidentaux te demanderont de l'enlever. On n'enlève pas l'identité. Voilà. Je trouve ce texte admirable et j'avais envie de vous faire partager et repartager, si vous l'avez déjà lu, sa lecture, parce que c'est important aussi. Je pense beaucoup à ces femmes qui sont, je l'ai dit tout à l'heure, dans un conflit de loyauté par rapport à leur communauté. Et je pense que, Fadila, tu pourras en parler bien mieux que moi. C'est quelque chose d'important, ce sentiment qu'on est dans un pays où, en fait, prétendre avoir des droits comme femme et ne pas vouloir être voilée ou ne pas vouloir subir cette idéologie, on vous persuade, on vous met une pression pour vous faire croire que c'est comme si vous crachiez la tête au visage de vos parents, comme si vous crachiez au visage de vos grands-parents, comme si vous crachiez au visage à ce pays qui a été le vôtre, que ce soit l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. Et c'est lourd, et c'est pour ça qu'il y a si peu de voix et qu'elles sont si précieuses, ces voix des femmes qui sont des femmes d'origine arabe ou musulmane qui s'élèvent. Et c'est pour ça que j'ai tellement à chaque fois de respect et d'admiration pour ce qu'elles font, parce qu'elles ont vraiment un courage extraordinaire et qu'il faut être avec elles. Et il faut être avec elles et que leur voix porte et qu'on la porte avec elles. Et voilà, et j'avais envie de le redire aussi ce soir. Merci beaucoup. Effectivement, en fait, tu as très bien souligné, et je pense que c'est vrai que le conflit de loyauté et puis le déni de la violence, parce que la plupart de ces jeunes femmes, de ces jeunes filles, on vit quand même une violence intrafamiliale, et qui fait que, comme il y a une honte, on ne peut pas la raconter, on ne peut pas la raconter à l'extérieur, on ne peut pas la raconter à l'étranger, parce que ça va salir évidemment l'image de la famille, l'honneur de la famille. Et pour moi, c'est un danger, c'est-à-dire que ce qu'on est en train d'entendre à l'heure actuelle par ces néo-féministes, évidemment, qui sont très bien, je veux dire, entre eux, ils s'amusent, etc., mais ils ne fréquentent en réalité pas ces femmes, tout ce qu'elles vivent en réalité. Il y a aussi, c'est bien de dire, on se bat pour le droit des femmes, mais finalement, en réalité, elles ne se battent pas parce que ces femmes-là, elles ont besoin d'aide et on préfère dénier leur vécu parce qu'on ne trouve pas de solution. Et ces femmes qui elles-mêmes, finalement, par conflit de loyauté, par peur d'être abandonnées par les siens, puisque de l'autre côté, on est face à pour des vraies bourgeoises qui finalement ne veulent pas voir la souffrance, etc., mais ne tentent pas la main. Contrairement justement aux féministes universalistes, moi évidemment, dans mon expérience personnelle, ce sont justement des femmes universalistes qui m'ont soutenue et qui m'ont tendu la main et qui ont fait que j'ai pu à un moment donné sortir, on va dire, de cette de cette emprise, de cet emprisme, et aussi pouvoir parler finalement de ce qu'on a vécu, de ce qu'on vit à l'intérieur. Parce que ce qu'on ne parle pas et ce qu'on n'a pas dit, c'est toutes ces jeunes filles qu'on a ramenées au Maroc parce qu'elles ne voulaient pas obéir à l'injonction de la famille, parce qu'elles déshonoraient, etc., et qui avaient 15-16 ans et qui n'osaient pas parler parce qu'elles sont sous emprise, qu'elles ont connu la violence, et qu'en tant que jeunes filles battues, elles obéissent à leurs grands frères, à leur père, etc. Celles-là, évidemment, on ne les compte pas, elles n'existent pas ici dans les statistiques, puisqu'une fois qu'elles sont parties, on leur enlève la nationalité, etc., elles ne reviennent plus, donc elles n'existent plus. Et de l'autre côté, vous avez ces jeunes filles qui sont dans le déni total. Et dans ces cas-là, nous avons aussi, et je pense que les travailleurs sociaux ont une responsabilité, c'est qu'on ne parle pas des maladies mentales que ces jeunes filles finalement ont, parce qu'elles ne peuvent pas parler de ça, elles doivent le cacher. Et de l'autre côté, elles montrent un visage souriant, qu'elles sont bien évoluées, que finalement elles sont d'accord et qu'elles revendiquent une liberté de porter le voile, que c'est un choix, etc. Mais on ne voit pas de l'autre côté toutes les maladies que ça provoque. C'est-à-dire